Bonjour à tous, merci d'être si matinaux pour venir assister à cette masterclass sur le thème romancer, s'adapter. Et merci surtout à Yvan Calberac qui s'est levé encore plus tôt que vous parce qu'il vient d'atterrir. Donc il faut quand même traverser Paris pour aller jusqu'aux aéroports. Merci. Voilà. Yvan est un ami du festival. Je dois même avouer que je l'ai rencontré sur le premier festival sur lequel j'ai travaillé, puisqu'il était membre du jury, qui était présidé par Anne Parillot. Absolument. Si Ouais. mes souvenirs sont bons, C'est voilà. ça. Et donc il a C'était il y a déjà 5, 6, 7, 7 ans. 7 ans. C'était 7 ans. Et ça fait des années qu'il me dit, mais quand est-ce que tu me invites à Saint-Jean-de-Luz? Et j'ai trouvé la bonne occasion. Puisque Yvan a non seulement écrit il y a quelques années une pièce qui s'intitule L'étudiante et Monsieur Henri et qu'il a adapté après et qui est devenu un film. Et puis il a écrit ce roman, Venise n'est pas en Italie, qu'il dédicacera tout à l'heure, je tiens à le dire, à 12h30 au Select pour ceux qui voudraient le lire. Je vous le recommande, c'est vraiment une merveille. Qu'il a adapté d'abord au théâtre et qu'il s'apprête à adapter au cinéma. Donc, on va parler de tout ça avec lui. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas bien sa carrière, je vous propose de voir un petit résumé. Ta mère et moi, on avait pensé à un moment que pour ce week-end, tu serais venu avec quelqu'un. Qui ça? Tu regardes qui, là? Personne. Jeune femme, 30 ans, aimerait partager sa vie avec un homme. Enfin, je suppose que vous êtes... Un peu en retard. C'est l'histoire de Camille. Camille, c'est elle. Brune, piquante, irrésistible. Elle est heureuse car Laurent, lui, là, avec les lunettes, vient de la demander en mariage. Oh mon cœur, c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Car depuis peu, Laurent, il préfère les blondes. Mais pas n'importe quelle blonde. Celle-là de blonde, elle est vraiment trop blonde. Non, l'autre blonde. Élodie, blonde, piquante, irrésistible. Oh, pardon. Moi, je suis désolée. Problème, Élodie, c'est la nouvelle petite amie de François, le meilleur ami de Laurent. Vous suivez toujours? Tant mieux. Je m'appelle Léa, j'ai 12 ans. Et depuis la rentrée, je mène une double vie. Vous partez pas au bout du monde, c'est à 3 stations de métro. Tu peux toujours repasser ici si t'as oublié quelque chose. Bah non, c'est plus de la garde alternée si je reviens sans arrêt. Je vais pas monter pour dire bonjour à papa. Non, c'est pas une bonne idée. Maintenant, j'ai plus qu'une femme dans ma vie. C'est toi. J'aurais pas te dire ça comme ça d'ailleurs, parce que t'es ma fille et... Il a le moral, ton père, en ce moment? Tu as une petite mine tous les deux, hein? Il rigole tout le temps, il est trop cool. Toi aussi, je te signale, t'as une vraie tête de chiotte. Voilà pour les 3 films de cinéma qui ont précédé L'étudiante et Monsieur Henri, mais ça, on va y revenir. Entre-temps, il a fait quand même beaucoup de téléfilms, de films pour la télévision aussi. Ça, on n'avait pas les bandes annonces, donc non, mais voilà pourquoi on les a pas montrés. Merci d'être là, et on va commencer par le commencement. Tu viens pour parler de l'adaptation de romans que tu as écrit, et tu viens de me dire, ce que je ne savais pas, qu'en fait, c'est par ça que tu voulais commencer, c'est par être romancier. Oui, c'est vrai que... En fait, moi, je viens pas du tout d'une famille d'artistes. D'ailleurs, Venise n'est pas en Italie est en partie autobiographique. Voilà, mon père était représentant de commerce. Et si vous lisez le roman, vous verrez. Et tout n'est pas vrai, mais beaucoup de choses sont vraies. Et ma mère, elle avait arrêté de travailler pour élever ses 2 enfants, mon grand frère et moi. Et donc, moi, j'ai grandi dans l'idée qu'en fait, la vie, c'était de faire un travail qu'on n'aimait pas forcément. Et puis, le soir, de lire des livres, d'aller au cinéma, etc. J'étais déjà passionné de cinéma. J'achetais toutes les revues de cinéma, Starfield, Première, tout ça, dès très jeune. Et mes parents, en plus, ils voulaient absolument que je fasse des mathématiques parce que j'ai eu la mauvaise idée d'être bon en maths. Donc, et à mon époque, il fallait faire des maths si on était bon en maths. C'était vraiment le Graal. Donc, j'ai quand même il m'avait fait sauter des classes en plus, donc j'ai passé mon bac il y a 16 ans, j'avais même pas encore 17 ans quand j'ai passé mon bac. Et puis j'ai enchaîné avec des études de mathématiques parce que je savais pas trop ce que je voulais, et puis eux, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient de moi. Donc, et c'est que vers 21 ans, alors que j'étais en maîtrise de maths, j'ai rencontré quelqu'un qui était en licence de cinéma.
Et pour moi, c'est comme s'il me disait qu'il était en licence de vacances. Je ne savais même pas que ça existait, des études de cinéma. Ça me paraissait pas possible. Mais par contre, je me suis quand même inscrit l'année d'après en licence de cinéma, en même temps que mes études de maths. Puis peu à peu, j'ai bifurqué. Et puis je me suis dit voilà, que j'avais envie de faire ça. Et donc, je me suis échappé de mon scénario familial, si on peut dire. Et justement, déjà à cette époque-là, parce que je n'ai pas répondu à ta question, j'écrivais déjà des histoires et j'avais écrit un premier roman à l'âge de 20 ans que j'avais envoyé comme ça aux éditeurs et Grasset, à l'époque c'était Françoise Verny, qui est une grande agente littéraire, avait beaucoup aimé le roman, elle m'avait convoqué. Moi, j'en avais pas dormi de la nuit. Elle m'avait convoqué. Moi, c'est resté mythique à 15h chez Grasset. Grasset, c'est une maison d'édition qui se trouve rue des Saints-Pères dans le 6e arrondissement vers Saint-Germain-des-Prés. Et Françoise Verny, c'est un dédale, cette maison d'édition. Françoise Verny avait son bureau au bout de petits couloirs étroits. Et en fait, ça donnait sur cour et il faisait nuit à 15h en fait, de l'après-midi dans son bureau. Et donc on m'avait conduit à son bureau et elle s'était même pas levée. Elle l'attendait comme ça, assise comme ça. C'était imposante. Et elle fumait des gitanes, des gauloises brunes. Et un énorme nuage de fumée. Et évidemment, elle avait une voix pas possible. Elle fait « Bonjour !» Je dis « Bonjour », je m'assois. Elle fait « J'ai lu votre roman !» Je dis « Oui, c'est bien. mais faut réécrire un peu. » Alors moi, je suis un bon garçon, moi, je suis de très bonne volonté, moi. Donc, je suis pas susceptible. Je dis oui, mais vous avez vu, il y a 2 parties dans le roman, une première et une deuxième. Vous pensez qu'il faut réécrire plutôt la première, la deuxième. Elle fait, je vais le relire. Et c'était un mardi, et revenez jeudi, 15h. Il était 15h03, le rendez-vous était terminé. je suis revenu le jeudi à 15h, je me suis assis, il faut réécrire la deuxième partie. Et là, le rendez-vous a été encore plus court. Voilà, et à partir de là, elle m'a fait réécrire, comme ça. Et finalement, en fait, elle était très malade, Françoise. Et à un moment, elle m'a dit, c'est bien, on ne travaille plus. Et Grasset hésitait, et elle est morte. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Voilà. Et puis moi, je me suis dit, je n'avais jamais gagné ma vie en écrivant des romans. Et j'étais déjà fou de cinéma. J'avais écrit aussi des premiers courts-métrages. Donc je me suis lancé dans le cinéma et le théâtre. Et en fait, l'histoire de ce roman, elle vient d'une rencontre en fait, à la sortie de ma pièce L'étudiante et Monsieur Henry. J'ai une amie qui travaille chez Flammarion, mais qui n'est pas du tout éditrice, qui dirige un service commercial chez Flammarion et qui était venue être une éditrice. Et la demoiselle, on dîne tous les 3 ensemble. Et l'éditrice, qui s'appelle Alice Dandinier, me dit si tu veux écrire un roman, je te publie, moi. Tu n'as même pas besoin de me dire le sujet. Là, j'ai vu ta pièce. Si tu as envie d'écrire un roman, je te le publie. Et je dis, bon, en fait, ouais, moi, c'était mon plus grand rêve de jeunesse d'écrire un roman. Donc je lui dis, ah bah ouais, carrément, faisons-le. Et je lui ai proposé le sujet de Venise. Et elle m'a dit, voilà, ils m'ont même payé pour écrire. Souvent, on envoie son manuscrit. Là, ils m'ont payé pour écrire. Donc, c'était super, c'était très confortable. Et donc, c'est comme ça que Venise n'est pas en Italie et a commencé. Mais revenons, parce que là, on a sauté quelques étapes. Oui, il y a quand même, tu écris donc ce roman que Françoise Verny appréciait. Et c'était drôle, ça s'appelait Paris-Rome, et c'était un voyage entre Paris et Rome. Et celui-là, c'est un voyage entre Montargis et Venise. J'ai quand même gardé certaines obsessions. Mais tu écrivais aussi à l'époque des scénarios de tes courts-métrages. Tu voyais déjà les difficultés et les différences. Quelles sont, selon toi, les différences fondamentale entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'un scénario? Pour moi, l'écriture, il y en a plein. On pourrait faire une thèse de doctorat là-dessus. Moi, je vais donner plus mon point de vue là-dessus que faire un cours magistral sur l'adaptation de cinéma et l'écriture de roman. Pour moi, en tout cas, l'écriture de roman, elle est beaucoup plus libre que l'écriture cinématographique. L'écriture cinématographique, pour moi, elle est assez technique. C'est-à-dire que quand on écrit un scénario, il y a des règles, on peut les suivre ou pas, mais pour
garder un public en éveil pendant 1 heure et demie, en fait, ou plus même, pendant 2 heures. Il y a des règles assez précises et dans la construction des personnages, dans les développements de l'intrigue, qui ont été établis par Aristote dans voilà, les 3 actes. Après, on a complexifié tout ça, mais il y a des règles très, très précises. Alors que l'écriture romanesque, pour moi, c'est un peu comme un tableau. On peut partir comme on veut, quoi. On peut faire du figuratif, de l'abstrait. Et l'écriture romanesque, elle donne une grande place généralement au dialogue intérieur. C'est-à-dire qu'elle permet d'être dans la tête d'un personnage et de connaître toutes ses pensées. Au cinéma, on peut utiliser ce processus avec un processus de voix off pour rentrer dans la tête des personnages, mais souvent ce sont les scènes et l'action qui vont nous révéler les personnages, et c'est souvent les conflits et les choix que vont faire les protagonistes et leur manière de réagir qui vont nous révéler leur intérieur, un peu comme dans la vie où on comprend parfois les autres par leurs choix, par leurs réactions, mais on n'arrive jamais à être vraiment dans leur tête. On ne peut pas être dans la tête de quelqu'un d'autre, sauf dans la littérature, sauf avec un roman. Et après, pour moi, une des grandes différences aussi, c'est que tout ce qu'il y a de essentiellement littéraire, c'est-à-dire le style, c'est justement pas adaptable. C'est-à-dire que ce que je disais lors d'une interview là, avec un journaliste qui est peut-être là, il est là, ouais, Arnaud, c'est que souvent les plus grands romanciers ne font pas des romans qui sont les meilleurs à adapter au cinéma. C'est-à-dire que ce que disait je me suis souvenu, en lisant ça ce matin dans Sud-Ouest, je me suis souvenu de ce qu'avait dit Jean-Marc Robert une fois, c'est les mauvais romans font de très bons films. C'est pas toujours, mais c'est parfois, souvent, mais c'est possible, oui. Alors, en tout cas, les romans mal écrits, c'est pas du tout un problème pour le cinéma. Parce que dans le cinéma, ce qui va nous intéresser en tant que scénariste, quand je vais adapter un roman, éventuellement même qui ne serait pas de moi, c'est quelles vont être les forces de l'histoire, les personnages aussi, et les rebondissements, et les conflits qu'il va y avoir, et la manière dont l'histoire, l'intrigue va se développer. Mais ce qui est foncièrement, essentiellement littéraire, en fait, ça ne va pas trop m'intéresser. Au contraire, je vais essayer de m'éloigner de la littérature pour aller vers le cinéma. Comme quand j'ai adapté une pièce, j'ai essayé de m'éloigner de ce qui était théâtral pour aller vers le cinéma. Donc c'est vrai que Proust, Céline, par exemple, on n'a jamais réussi à les adapter. Raoul Ruiz a fait une adaptation qui n'était pas si mal, mais la Volker Schlondorf aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'était un essai, ça ne veut pas dire que c'était réussi. Voilà, mais malgré tout, ce ne sont pas les meilleurs films de ces auteurs. Alors que ce sont des romans, Voyage au bout de la nuit, c'est un roman presque inadaptable. On a essayé d'adapter Belle du Seigneur d'Albert Cohen il n'y a pas longtemps, qui était vraiment réputé comme le roman inadaptable. Moi, c'est le producteur d'Irène, mon premier film là, que vous avez vu, c'est lui qui a adapté Belle du Seigneur. Il a mis 10 ans à le faire, 10 ans à entendre, mais c'est inadaptable. Lui, il a dit si, je le ferai. Il l'a fait. Et le résultat n'est pas génial, quoi. Donc, en fait, ce ne sont pas forcément les plus grands romans, effectivement, qui font des bons films. Néanmoins, quand le roman est à la fois bien écrit, il contient une histoire forte et avec des pivots narratifs et avec des actions, en fait. Parce qu'en fait, on peut être, si on est trop dans la tête des personnages dans un roman, en fait, on va avoir beaucoup de mal à traduire ça à l'écran et à trouver des actions qui vont permettre de créer un film et des scènes. Mais si il y a des actions, par exemple, il y a un roman moi que j'adore qui a été adapté. Le roman est très beau et le film est magnifique. Je trouve c'est Le Liseur de Bernard Schlink. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a donné The Reader avec Kate Winslet. Le roman était remarquable, vraiment, c'est un grand best-seller. D'ailleurs, pour tout vous avouer, je voulais l'adapter. J'avais demandé à ma productrice il y a 10 ans, toujours la même productrice avec qui j'ai fait l'étudiante et avec qui j'adapte Venise. Je l'appelle, je lui dis je viens de lire un roman génial, allemand, tu veux pas appeler, voir si les droits sont disponibles? Il est chez Gallimard, droit étranger. Bon, ça nous semblait pas impossible à la base. Elle me dit, j'appelle, elle me fait c'est Miramax, les droits, le film va être fait par Stephen Daldry, le réalisateur de Billy Elliot, et c'est avec Kate Winslet. Je fais oui, bon bah écoute, laisse tomber. N'en parlons plus. Voilà. Donc, mais c'est vrai que le film, je l'ai trouvé remarquable. Et c'est rare d'aimer autant un roman et d'aimer autant le film qui s'en suit. Est-ce que tu es d'accord donc à entendre à écouter ce que tu viens de dire avec cette
petite phrase assez célèbre, adapter, c'est trahir. Oui, je suis assez d'accord dans le sens où, en tout cas, adapter ne doit pas être respecté, on ne doit pas être dans un souci de respect de l'œuvre originale, on doit être dans un souci d'en tirer la sève et la matière cinématographique qu'on peut en tirer. Et c'est vrai que par rapport à la matière littéraire, faut avoir aucun état d'âme pour voilà. Moi je m'adapte moi-même, donc je me trahis moi-même. C'est à la fois plus simple et plus donc si je suis énervé contre quelqu'un, c'est contre moi. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est difficile quand on est auteur parfois de voir son œuvre adaptée. Et je l'ai constaté chez différents amis réalisateurs qui ont adapté des romans, et les rapports avec, par exemple, je suis très ami avec Mona Achache qui a réalisé Le Hérisson, et tiré du bouquin de Muriel Barbery, Les légendes du Hérisson. Et elles sont parties toutes les deux sur une collaboration hyper joyeuse qui s'est très mal terminée. Parce que Muriel Barbery, elle n'a pas du tout aimé le film, et à tel point qu'elle a demandé à ce qu'ils changent le titre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu appeler le film Les légendes du Hérisson, ils ont dû l'appeler Le Hérisson. Donc c'est souvent très violent pour un auteur de voir adapter son livre. Comment ? Non. Non, mais n'hésitez pas à intervenir si vous avez... Oui, bien sûr. Oui, il a raison. N'hésitez pas à intervenir. Juste faites-moi signe si vous le souhaitez. Donc, oui, et c'est souvent très violent pour un auteur de voir son livre adapté quand c'est pas lui qui le fait. Quand c'est lui qui le fait, c'est mieux parce qu'en fait, il se rend compte du processus de travail de l'écriture et il comprend mieux pourquoi on renonce à certaines choses au fur et à mesure et pourquoi finalement le scénario s'oriente d'une certaine manière, quoi, et va abandonner des pans du roman, va parfois supprimer des personnages, on va parfois avoir besoin de créer des nouveaux personnages, d'écrire des nouvelles scènes. Là, dans Venise n'est pas en Italie, j'écris des nouvelles scènes qui ne sont pas dans le roman parce que j'en ai besoin pour que le film tienne la route. Là, pour ceux qui connaissent, enfin, le roman, pour ceux qui connaissent, excusez-moi, mais je vais raconter pour les autres, c'est beaucoup écrit sous l'angle du point de vue d'un adolescent de 15 ans qui raconte sa vision du monde et ses parents, etc., comment il les voit, comment il voit le monde. Et donc, il y a beaucoup de dialogue à l'intérieur du personnage. Et ça, je ne vais pas pouvoir... Je vais peut-être en garder quelques-uns parce que je vais mettre quand même un peu de voix off. En fait, le grand débat avec ma productrice, c'est quel degré de voix off on met dans le film. Et la voix off est souvent une facilité, donc on s'en méfie beaucoup. Malgré tout, pour ce roman, il y a tellement de choses en voix off que ce serait dommage de se priver de certaines réflexions de cet adolescent qui sont parfois à la fois très poétiques, très marrantes. Enfin, je peux me permettre de donner un exemple que j'aime particulièrement et que je lui lisais ce matin parce que moi, je connais bien Yvan, mais je le découvre au travers de ce livre. Je veux dire, je découvre une nouvelle facette de son talent et je suis particulièrement impressionné. Mais voilà un exemple de dialogue intérieur du héros qui donc tombe amoureux, qui est un adolescent qui tombe amoureux donc de Pauline, et il décrit Pauline. Pauline, c'est peut-être pas la beauté irréelle des filles des magazines. Elle n'est pas belle à en mourir, non, au contraire, elle est belle à en vivre parce qu'elle est vraie, parce qu'elle respire, que son cœur bat, parce qu'elle tressaille quand elle a froid, parce que ses yeux brillent si fort. Bref, je lui mets 20 sur 20 direct. Mais elle, si ça se trouve, j'ai juste la moyenne, 11 ou 12. Les boules, peut-être qu'elle note sec, peut-être 9. Et ça, en lisant ça, je me disais, mais comment va-t-il faire ? Parce que l'adaptation théâtrale, et j'aimerais qu'on en parle, l'adaptation théâtrale, elle semble plus simple, plus évidente. On se dit que voilà, il peut y avoir à la limite quelqu'un qui pourrait lire le livre sur scène et jouer les personnages. Je ne sais pas. Enfin, ça semble plus facile. Mais adapter ça, là, effectivement, c'est un livre qui a du style. Il y a un style, il y a une écriture. Comment on la rende cinématographique ? Ça, j'aimerais bien que tu nous en parles. Mais d'abord, parlons peut-être justement de l'adaptation théâtrale. Comment est venue l'idée ? Alors effectivement, le roman, je l'ai adapté au théâtre, mais un peu par hasard. C'est-à-dire que j'avais rencontré Thomas Oliveres, qui est un jeune acteur dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais vous connaissez sans doute sa tête,
Il a joué dans Intouchable, dans Les Gamins. Il a des cheveux comme ça et des lunettes. Il est très marrant. Il a l'air d'un adolescent attardé. Et il joue dans L'étudiante et Monsieur Henry, le serveur, pour ceux qui ont vu le film, qui tombe amoureux de l'étudiante de Constance. Et Thomas, donc, on s'était rencontrés au moment de L'étudiante et Monsieur Henry et du tournage. Et c'était au moment du lancement du livre. Et on avait organisé avec Flammarion une grande soirée au Théâtre de Paris pour lancer le livre. Et du coup, j'avais besoin de quelqu'un pour en lire des extraits. Et c'était Thomas, c'était super parce qu'il avait ce côté adolescent que je cherchais pour interpréter le personnage. Donc on a invité pas mal de monde, et il y avait peut-être 150-200 personnes. Et sur scène, Thomas donc, a lu, je sais pas, pendant 30-40 minutes des extraits du livre. Et la salle était morte de rire, ça marchait hyper bien. Et il y a plein de gens du métier qui sont venus me voir après, mais faites un spectacle, là, c'est super, il faut faire un spectacle. Et Thomas, c'est pareil, on est venu lui dire, donc on en a parlé après, et on m'a dit... Et on avait même des producteurs qui voulaient le produire, quoi. On avait rien à faire, quoi. Enfin, rien à faire après, il y a eu beaucoup de travail. Mais donc, on s'est dit, OK, on en fait un spectacle. On l'a créé à Avignon cet été. On a joué au Festival d'Avignon Off, au Théâtre des Béliers. On a été complet tout le mois. C'était super. Et là, on reprend à Paris à partir du 26 octobre, toujours au Théâtre des Béliers, mais Théâtre des Béliers parisien. Et on joue jusqu'au 15 janvier. Et là, effectivement, c'est un seul en scène. Donc... Thomas interprète tous les personnages, mais tout le dialogue intérieur du personnage, il le dit et il le livre au public, quoi. Alors évidemment, pour un spectacle d'1h15, d'1h20, un roman de 300 pages, il en reste à peine 10%, donc j'ai dû beaucoup compacter. Mais par contre, j'ai pas écrit de nouvelles choses. J'ai pas eu besoin de réécrire de nouvelles choses. Quelques petits trucs que j'ai améliorés, par exemple, que on cherchait aussi à faire rire. Moi, je suis toujours quelqu'un qui aime bien... qui aime bien la comédie, qui aime bien créer. On l'a vu. Voilà. Il y a des vannes, enfin, ou des blagues dont on se rendait compte, elles n'étaient pas optimales, donc on les a améliorées. Celle-là que tu viens de dire marchait très bien, mais il y en a d'autres où on s'est rendu compte qu'on avait un plus grand rire si on changeait un mot, etc. Donc du coup, je reporte ces modifications dans l'édition poche qui sortira l'année prochaine du bouquin. Et ah oui. Oui, ça, on peut faire ce voyage-là. On peut faire ce voyage. Enfin, moi, je le fais. Moi, j'ai prévenu mon éditeur que j'allais améliorer un peu le texte. Il m'a dit, tu changes pas grand-chose, tu changes pas trop. Et ça sera vraiment homéopathique, mais voilà. Parce que moi, je suis toujours dans l'esprit d'améliorer. Et mais effectivement, l'adaptation théâtrale, ça a été vraiment un travail de compression. Et quelques petites retouches. L'adaptation cinématographique est beaucoup plus compliquée. Parce qu'en fait... Parce qu'il y a déjà, si je peux me permettre, il y a déjà, quand on lit le livre, on commence la lecture, on a la présentation des personnages, on a la présentation de l'univers du héros, ses parents, tout un tas de choses, le fait qu'il soit teint en blond par ses parents, enfin des trucs comme ça. Et on s'aperçoit soudainement, parce que la lecture est tellement agréable qu'elle est très facile, et on s'aperçoit tout d'un coup, arrivé à la page 100, que finalement... il commence seulement à y avoir de l'action. Et donc, c'est ce qui manque au cinéma. On ne peut pas faire un film d'1h30 dont les 45 premières minutes se passent dans la tête du personnage qui décrit lui-même d'autres personnages. Oui, c'est vrai. Donc, je suis obligé d'écrire des scènes plus dramatisées. Par exemple, et aussi de ne pas être que dans le point de vue de l'enfant. En fait, que dans le point de vue de l'ado. Parce que sinon, ça fait un film très public adolescent, quoi. Et moi, ma référence par rapport à ce bouquin, c'est le film Little Miss Sunshine. Parce que c'est pareil, c'est l'histoire d'une famille un peu folle. Et moi, ma famille, elle était bien folle. Moi-même, je ne suis pas complètement net. Mais j'ai fini par l'accepter et l'assumer. Voilà, c'est une famille un peu décalée. Ils teignent les cheveux en blond de leur fils parce qu'ils trouvent qu'il est plus beau comme ça. Lui, ça fait 7 ans que ça dure, donc il ne sait plus s'ils ont raison ou pas. Il a toujours peur que tout le monde se rende compte à son collège ou à son lycée. Il est une fausse blonde décolorée, en gros. Donc c'est très dur à vivre. En même temps, il est convaincu que peut-être il a une meilleure chance de séduire cette fille dont il est amoureux, donc il se laisse faire. Et en même temps, quand on nous a expliqué toute notre enfance qu'on n'est pas bien tel qu'on est, parce qu'au fond c'est ça le message que ça envoie, et ben en fait on ne se sent pas aimable tel qu'on est, donc on est forcément dans des situations où on va attirer le rejet, et c'est le drame de cet enfant. Mais ses parents qui sont à la fois bienveillants et bien violents, voilà, quand il est invité à Venise par cette fille parce qu'il fait un concert,
Parce qu'elle est fille de chef d'orchestre, ils habitent dans une grande maison. Lui, il arrive, il a une chaussette trouée, il a honte, il se met pieds nus tellement il a peur de montrer cette chaussette. Voilà, c'est l'histoire d'un adolescent qui a tout le temps honte. Il a tout le temps honte. Et en plus, il vit dans une caravane au bord d'un grand trou. Ils n'ont pas encore le permis de construire leur maison. Ils n'ont pas de quoi se payer un loyer en plus. Donc, ils ont pris une caravane, ils se sont mis sur leur terrain. Et lui, évidemment, la fille ne lui dit pas qu'il vit en caravane. Tous les gens de la rue les prennent pour les Gypsy Kings. Voilà, sauf qu'ils n'ont pas de guitare. Vous voyez, c'est pour vous planter un peu l'ambiance. Et le père est donc représentant de commerce. Et ça, cette activité, elle est très peu décrite dans le bouquin. Et le film, par exemple, commence par une scène du père en action. Parce que je suis en train d'écrire le scénario. Donc, on voit à la fois cet enfant. La première scène du bouquin, c'est cet ado, Émile, qui joue au ping-pong au foyer du lycée et qui croise il fait tomber la balle. Et Pauline la ramasse et lui tend la balle. Et lui, il dit cet instant sera gravé c'est gravé en moi pour l'éternité, même sur mon lit de mort, je me souviendrai de Pauline qui me tend cette balle de ping-pong. Et là, c'est un moment où j'ai senti vraiment le cinéaste derrière l'écrivain, parce qu'on sent vraiment, il y a vraiment le mouvement de caméra. Oui. On voit vraiment l'image, et il y a vraiment le mouvement de caméra, la révélation de Pauline. Là, c'est un moment vraiment purement cinématographique. Absolument, ouais. Voilà, donc le film commence par ça, parce que c'est le cœur de l'histoire, c'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un premier amour. Mais la scène d'après, je quitte le point de vue d'Émile, et on voit le père. Et on voit une scène que je vais vous raconter, qui n'est pas dans le roman. Donc, le père qui est dans une petite rue d'une ville de province, qui sort d'une voiture de société où il y a marqué Security Max. Et il avance comme ça vers un immeuble. Et devant l'immeuble, on voit une voiture de police, 2-3 policiers et un habitant de l'immeuble qui sont en train de parler. Et l'habitant de l'immeuble n'a pas l'air très bien. Les policiers le réconfortent. L'habitant rentre dans l'immeuble, les policiers montent en voiture sauf un qui fait un petit signe au père de famille, au père d'Émile, donc Bernard, qui fait un petit signe comme ça. Bernard lui fait merci, et je t'appelle. Donc on comprend qu'il y a un petit truc entre eux. Et puis la voiture part, Bernard rentre dans l'immeuble, il met une petite affichette. Et là, seulement, on voit l'affichette. Et sur l'affichette, il y a marqué « Suite à un cambriolage aujourd'hui dans votre immeuble, la société Security Max passera ce soir vous présenter ses produits. Blindage, porte blindée, alarme. Merci de lui réserver le meilleur accueil. » Voilà. Et et le père colle son affichette et repart tranquillement, comme si c'était rien passé. Et là, voilà. En une scène très dramatisée, là, pour le coup très cinématographique, on a tout de suite la caractérisation du père qui est un filou, ça c'est sûr, et mon père est un bon filou, même si maintenant il est à la retraite, pas malhonnête mais quand même. D'ailleurs à un moment dans le roman, moi je ne sais pas pourquoi, dès l'enfance j'avais un sens très scrupuleux de la justice, etc. Et mes parents sont pas comme ça. Flexibles. Non mais ils n'ont jamais eu de problème, hein. Ils n'ont jamais eu de soucis, mais ils sont quand même, voilà, comme pas mal de Français. Si on peut payer un peu moins d'impôts, on en paye moins. Voilà. Et ma mère disait même, pour plaisanter, nous partis, il n'y a plus de voleurs. Pour tout, voilà. Donc, voilà. C'est comme ça, hein. Faut accepter, hein, cette hérédité. Hein. Ça a été long. Hein. J'ai beaucoup vu de psychothérapeutes, etc. Mais donc voilà. Et donc je crée des nouvelles scènes pour mieux qu'on comprenne, pour mieux comprendre et que le spectateur soit à la fois à la hauteur des parents et des enfants. Et après, il y a une scène avec la mère. Et je crée une intrigue supplémentaire qui n'est pas dans le roman. C'est-à-dire que la mère, en fait, elle veut aller disperser. Parce qu'il y a un voyage à Venise, vous avez compris. Et je donne à chacun un objectif dans ce voyage, en fait, dont j'avais pas besoin dans le roman. Donc la mère, elle veut aller disperser les cendres de sa mère à Venise. C'est la garder l'urne avec elle. Et elle parle souvent à l'urne. Elle parle souvent à sa mère qui n'est plus que des cendres dans une urne. Mais comme elle est un peu folle, elle aussi, elle parle souvent à cette urne. Elle lui dit « Ça y est, on part à Venise, etc. Mais toi, tu reviendras pas. Hein, je te préviens, tu restes là-bas. » Voilà. Et ça va être dans le film, mais c'était pas dans le roman, quoi. Mais c'est formidable cet exemple que tu viens de donner sur la présentation du père, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment purement cinématographique.
c'est vraiment l'exemple même. Il n'y a pas de dialogue, il y a juste quelques gestes. Enfin, on comprend vraiment, et donc je pense que vous avez tous bien visualisé la scène comme il la racontait. On comprend vraiment qui est le père juste à travers des artifices cinématographiques. Et c'est ça le plus difficile finalement dans une adaptation. Oui, c'est ça. C'est d'écrire les personnages à travers des scènes et pas seulement des descriptions qui peuvent être intérieures c'est trouver des actions remarquables, parce que ça peut pas être des actions anodines, sinon on s'ennuie. Des actions un peu spectaculaires quelque part, qui vont décrire l'intérieur des personnages. Et souvent des actions qui vont révéler des choses. Bernard, là, ce qu'il fait, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Nous, la caméra, on va en être témoin, le spectateur, mais la plupart des gens le savent pas. Enfin, même les personnages du film ne savent pas qu'il était de mèche avec les flics pour savoir que quand il y a un cambriolage, il vient mettre son affichette et profiter de la situation, quoi. Alors, il y a une autre différence entre l'écriture romanesque et l'écriture cinématographique. C'est que parfois, quand on écrit pour le cinéma, on écrit aussi pour des acteurs, par exemple. Et on peut écrire avec un acteur en tête. Et du coup, ça aide à construire son personnage, ou tout du moins à avoir une idée de comment il pourrait parler, comment il pourrait bouger, et puis physiquement, à quoi il ressemble. Est-ce que là, au moment de l'adaptation du roman au cinéma, est-ce qu'il y a des idées comme ça de qui pourraient être tes parents de cinéma et qui t'aident à écrire? Alors oui, parfois c'est vrai, c'est le cas. Moi là, comme ça parle de mes vrais parents, j'ai surtout mes parents en tête. Et comme en plus là, voilà, quand je les ai un peu moins en tête, je retourne les voir et là j'ai une sorte de remise à jour immédiate. Parce que c'est des sacrés numéros, comme vous avez pu le comprendre. Et là, j'étais en Bretagne ce week-end avec eux, et c'est vrai qu'ils n'ont pas débranché, eux. Ils sont toujours au taquet. Voilà. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est parce que je fais une petite aparté, moi j'avais vraiment peur de comment ils allaient recevoir le livre. Même si c'est un livre qui n'est pas du tout à charge, hein, parce que voilà, j'ai une amie qui a écrit un bouquin sur ses parents, c'est un règlement de compte terrible, et elle a écrit un livre, sa mère n'est pas morte, et le livre s'appelle Enterrer maman. Et c'est l'histoire d'une fille qui va enterrer sa mère. Et et donc elle imagine que sa mère est morte et qu'il y a l'enterrement, etc. Donc vous imaginez comment la mère, enfin bon bref. Et le livre est vraiment terrible. Moi c'est pas du tout ça. Moi c'est un livre quand même je crois assez sympathique malgré tout pour mes parents. Extrêmement. Mais bon, qui montre en même temps une forme de maltraitance, même si je la dédramatise un peu. Mais elle montre quand même une forme de maltraitance éducative. Et donc, je me demandais comment ils allaient le prendre. Et surtout, il révèle certains traits de caractère, parfois pas forcément flatteurs. Voilà. Et en fait, ils ont beaucoup aimé le livre. Et mon père m'a dit, moi, je trouve que c'est un grand livre d'amour. Donc j'étais super soulagé, surtout que mon père est super lunatique, on ne sait jamais sur quel pied. Quand je lui téléphone, je ne sais pas s'il va être content, s'il va m'engueuler soudainement pour un truc que je n'ai même pas fait, mais qui va me reprocher malgré tout. Donc ça m'a soulagé. Et j'étais même très soulagé, et j'ai dit à ma psy, ah là là, c'est cool, mon père m'a dit que c'était un grand livre d'amour, et elle m'a répondu cette phrase qui m'a vachement marqué, elle m'a dit, c'est marrant, il aurait pu vous répondre, ah mais je ne me rendais pas compte que tu as souffert autant. Et elle me dit, vous n'auriez pas préféré qu'il vous réponde ça? Et je lui dis si, mais bon, il n'en est pas là encore. Et chacun prend les choses au niveau où il en est. Mais bon, voilà, il y a une souffrance de cet adolescent, il y a une maltraitance éducative, mais malgré tout, le livre est assez positif. Et c'est plutôt l'histoire d'un adolescent qui va se réconcilier avec cette famille, plutôt que l'inverse. Donc voilà, du coup, je me suis perdu dans des trucs un peu émotifs. Du coup, je ne sais plus quelle était la question. Non, je parlais justement de qui ah tu oui, imaginais. Qui j'imagine. Donc voilà, maintenant, ça ne m'empêche pas qu'on espère tourner l'été prochain. Donc l'écriture est déjà bien avancée, et donc on commence déjà, même si je n'ai pas encore un scénario, une continuité dialoguée, mais on commence déjà à parler de comédiens, mais
Mais moi, j'aime pas trop donner des noms tant qu'on a pas. Ah non, c'est pas. Voilà. Non, c'est pas ce que je demande. Non, Voilà. c'était. Mais oui, moi je pense à des comédiens et il y en a plusieurs qui seraient formidables. Mais chacun en fait apportera un truc un peu différent. Mais voilà, parce que en fait, le personnage du père, c'est sans doute le plus payant dans le film. La mère aussi, enfin, les parents. Et c'est sûr que pour l'adolescent, je vais pas pouvoir avoir un acteur connu à 15 ans, à 14 ans même, parce qu'il a plutôt 14 ans. Dans le film, on l'a rajeuni un peu. Donc là, ça sera un casting et ça sera forcément un inconnu. Donc pour avoir un peu d'argent aujourd'hui, il vaut mieux avoir des acteurs un peu connus. Enfin bon, c'est le système qui marche comme ça. Et donc c'est les deux rôles qu'on va pouvoir distribuer où on va pouvoir avoir des acteurs un peu connus qui sont le père et la mère, quoi. Alors, on a parlé de l'adaptation de Venise n'est pas en Italie, enfin en tout cas des difficultés que pose l'adaptation d'un roman au cinéma. Parlons d'une adaptation réussie. C'est la pièce L'étudiante et Monsieur Henri, qui est donc une pièce avec feu, hélas, Roger Dumas au théâtre et avec Claude Brasseur au cinéma. Je vous propose, pour ceux qui ne connaîtraient ni l'un ni l'autre, de regarder un extrait des deux. Vous n'avez pas mis une annonce sur Internet pour une chambre à louer? Bon, la vérité, c'est que si je meurs, tout le monde s'en fout. Hein. Et lui, le premier. Mais c'est pour les odeurs dans l'immeuble. Il n'est vraiment pas très attirant. Vous dites ça de votre propre fils? Bon, bah, petit, il était très mignon, mais ça s'est beaucoup dégradé. Il m'a parlé de vous. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi, une saloperie? Ah, pas du tout. Oh si, il a dû se lâcher. Elle a raté son bac 4 fois. C'est pas forcément de la bêtise, hein, juste de la panique. Elle ne sait pas lire une carte routière. Elle se perd dans un Franprix. Bonjour. Bonjour. Je suis Valérie. Vous êtes Constance? Tout à fait. Magnifique. Et ça, par exemple? Je connais pas. Normal, c'est moi qui l'ai composé. Eh ben voilà! Vous jouez les petits trucs que vous avez composés, ça sera parfait. C'est plutôt joli d'ailleurs. C'est magnifique. Bonjour, je suis Constance. Vous êtes de la police? Vous avez pas mis une annonce sur Internet pour une chambre à louer? Votre dossier est retenu. Oh, merci de m'avoir choisi. C'est la première fois de ma vie que le destin me donne un petit coup de pouce. Le destin, c'est une tartine de merde. C'est pas mes chaussons que vous avez au pied? Vous gênez pas surtout? J'ai pas le droit d'avoir un petit ami? Non, personne. Faut des règles pour vivre en communauté. Mais on serait que deux. Ça me semble déjà énorme. Bonjour. Vous êtes le fils d'Henri. Vous pouvez m'appeler Paul. Elle t'a dit qu'elle était à l'essai? Je sais pas si je vais la garder. Il m'a dit la même chose toute mon enfance. Mon fils est un abruti. Il m'a ouvert l'appétit, ce curé, aujourd'hui. La petite hostie, ça m'a fait comme un gâteau apéritif. Il vit avec une idiote. Paul, le corps du Christ n'est pas un gâteau apéritif. Elle se perd dans un Franprix. Vous pouvez pas me demander d'essayer de briser un couple. Si vous acceptez, je vous fais 3 mois gratuits. Donnant, donnant. Vous me troublez. C'est pas possible, je suis beaucoup trop vieux pour vous. Je vous plais pas? Non, si, beaucoup. Je vous ai pas dit que jamais touché à ce piano. Bah, t'adorais entendre maman jouer. T'as intérêt à éviter ce genre de discours rabat-joie, papa. Sinon quoi? T'entendras plus jamais parler de nous. Et tu crèveras seul, comme un chien. Petit, il était mignon, mais ça s'est beaucoup dégradé. Tu étais en discothèque? Ça se dit plus discothèque maintenant, on dit en boîte. Tu dis n'importe quoi. Tu me dégoûtes. Là, on voit déjà, et là, on voit mieux, surtout maintenant qu'il y a de la lumière, là, on voit déjà, en passant de la bande-annonce de la pièce à la bande-annonce du film, une différence fondamentale qui est de tout à coup, on n'est plus entre 4 murs. C'est-à-dire qu'il faut bien aérer, on va dire, la pièce, emmener les personnages ailleurs. Est-ce que c'est difficile de créer ça ? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit artificiel, justement, parce que la pièce, elle, tout fonctionnait bien, tout s'enchaînait bien, et de tout à coup créer des moments en extérieur, je ne sais pas, la scène de la piscine, des choses comme ça.
Alors, il y a des exemples de pièces qui sont restées adaptées dans un éclair unique et qui fonctionnent très bien. C'est une possibilité. Moi, j'aime beaucoup l'adaptation qu'a fait Polanski de Carnage, Le Dieu du Carnage, la pièce de Yasmina Reza. D'ailleurs, Yasmina Reza, qui est une dramaturge que j'adore. Là, j'avais un avantage dans cette pièce, c'est qu'elle ne se passait pas dans une unité de temps. En fait, on pense que le principal problème pour une pièce de théâtre à adapter, ça va être l'unité de lieu. En fait, c'est l'unité de temps qui est le plus problématique. Parce que si la pièce se passe dans une soirée, et il y a beaucoup de pièces qui se passent comme ça en une soirée, un dîner entre amis. On peut Cuisine et dépendance. Cuisine et dépendance, le prénom, un air de famille. Même Carnage, c'est une unité de temps. La Vénus à la fourrure, c'est une unité de temps. Il y a énormément de pièces qui se passent avec une unité de temps, voilà, dans un temps très, très réduit. Alors là, multiplier les lieux paraît vraiment très artificiel. Surtout que généralement, cette unité de temps, elle est liée avec le fait que tous les protagonistes vont être dans le même espace et c'est ça qui va créer les conflits, la comédie et l'action. Là, dans l'écriture de M. Henry, c'était déjà une écriture un petit peu, pas du tout dans une unité de temps. C'est-à-dire que les scènes, elle était en 12 tableaux. Et ces tableaux n'étaient pas consécutifs directement. C'est-à-dire qu'il y avait des jours qui passaient entre... Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que je viens du cinéma, quand j'ai écrit cette pièce, il y a certains critiques de théâtre qui ont dit qu'il y a une écriture un peu cinématographique. Parce qu'en fait, la pièce se passait même au total sur plus d'1 an. Et c'est assez rare, en fait. Ça arrive. Tchekhov fait des pièces comme ça. Pour citer un de mes dramaturges préférés, Tchekhov, il fait... Voilà... Mais La Mouette, par exemple, ça se passe sur plusieurs années. Donc c'est possible aussi. Mais là, mais d'ailleurs, La Mouette, c'est assez cinématographique. Enfin, c'est plus facilement aussi adaptable que d'autres pièces. Donc à partir de ce moment-là, ça me permettait vraiment d'ouvrir la narration à différents lieux et à effectivement m'éloigner un peu du côté théâtral, carcéral d'un décor unique. Quoi. Et après, en fait, la plus grande difficulté dans l'adaptation de L'étudiante et Monsieur Henry n'a pas été ça, finalement. N'a pas été comment trouver des manières de mettre les actions dans différents lieux. Ça a plutôt été de m'éloigner de la théâtralité qui ne fonctionnait plus au cinéma. Et je me suis rendu compte... En fait, au théâtre, il y a une convention très forte. On décide, les spectateurs, on est comme, parce que moi je suis un spectateur de théâtre autant qu'un réalisateur et qu'un dramaturge, on décide quand on va au théâtre d'y croire quelque part. C'est-à-dire que là, si on décidait qu'on était au théâtre et que là c'était le salon, bon, il y a juste une table basse de fauteuils et vous vous dites oui, d'accord, c'est le salon. Et on est un peu comme des enfants à qui on raconte une histoire. On se met dans une position où on décide de croire à une convention qui est très forte. On est dans une salle de théâtre, mais on décide que non, on est dans le salon, on est dans un salon. Au cinéma, si je veux faire un salon, il me faut un vrai salon. Hein. Et souvent au cinéma, ce qu'on entend beaucoup, c'est « Ah là, j'y crois pas ». Là, j'y croyais pas. Au cinéma, il y a beaucoup « j'y crois » ou « j'y crois pas ». On a un désir de réalisme très fort. On a envie d'oublier qu'on est au cinéma et on a envie de se basculer dans une histoire à laquelle on va complètement adhérer. Et ça a une incidence aussi sur l'écriture. Parce qu'en fait, les personnages au théâtre, on peut se permettre des retournements de situation dans les suivis psychologiques des personnages. C'est-à-dire qu'un personnage peut changer d'avis brutalement au théâtre. Et on va avoir tendance, en tant que spectateur, à accepter ce retournement parce qu'on sait qu'il faut que l'action avance. Et parce que quelque part, il y a une convention qui induit un réalisme différent. Enfin, un réalisme ou un rapport à la fiction plutôt différent. Et donc, au cinéma, il y avait des retournements de situation qui n'étaient plus possibles. Sans qu'on se désolidarise des personnages. Sans qu'on se dise, je n'y crois pas, l'étudiante ne peut pas décider qu'elle va faire ce marché, soudainement renoncer et soudainement réaccepter. Donc, j'ai été obligé de créer des nouvelles scènes avec des intrigues parallèles qui faisait mieux comprendre les retournements de situation et de choix, de décisions que j'avais à faire faire à mes personnages. Et c'est principalement à ce degré de réalisme sur lequel on a le plus travaillé, parce que parfois, quand on est plus réaliste, on est moins drôle aussi, et on ne voulait pas perdre la comédie. Vous voyez, les acteurs au théâtre, ils jouent d'une manière qui est un peu plus forcée qu'au cinéma, même si ce sont d'excellents acteurs, mais on voit tout de suite qu'on a...
même vous aviez tendance à rire plus sur les images théâtrales que les images cinéma, parce que on est dans une humeur et on peut aller plus loin. Mais s'il jouait comme ça au cinéma, vous vous dites mais c'est quoi ce film, quoi. Voilà. Et on a justement réduit un tout petit montage sur 2 petits bouts des bandes annonces qui montrent bien les différences d'intonation et de jeu sur 2-3 répliques. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite parce que ça illustre vraiment ton propos là. Petit, il était très mignon, mais ça s'est beaucoup dégradé. Petit, il était mignon, mais ça s'est beaucoup dégradé. Il vit avec une idiote. Elle ne sait pas lire une carte routière. Elle se perd dans un franc-prix. Elle se perd dans un franc-prix. Voilà, on sent bien, là il y a une différence d'intensité, d'abord parce qu'il y a aussi... Il y a les rires aussi. Hein. Il y a les rires donnent envie de rire. Hein. Mais il y a en plus la mise en scène. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Claude Brasseur, tu vas le chercher, il est en gros plan, c'est différent. Alors que Roger Dumas, lui, au théâtre, crée le gros plan, quelque part. Absolument. Et c'est la différence. Mais du coup, c'est aussi le fait de changer d'acteur, ça participe aussi à l'adaptation, quelque part. Oui, fatalement. Alors, ça n'a pas été un choix, ça a été un choix imposé. Ça. À partir du moment où la pièce a eu un grand succès à Paris, on a joué pendant 1 an à guichet fermé. Mais comme j'étais réalisateur, j'ai invité pas mal de gens de la profession du cinéma, et en plus, plein d'autres ont entendu parler de la pièce. Donc, tout le cinéma, enfin beaucoup d'acteurs, pas tout, mais beaucoup d'acteurs économiques du cinéma sont venus voir la pièce, UGC, Gaumont, TF1, Canal+. Ils avaient tous vu la pièce. Et donc, ils savaient qu'on allait l'adapter. Et quand on est venu les voir pour leur dire « Vous voulez participer ?», ils nous ont dit « Oui, mais si vous changez la distribution ». Et on leur dit « Mais ils étaient géniaux, les acteurs dans la pièce ». Oui, mais malgré tout, nous, on a des impératifs. Et en fait, voilà, Canal+, ils savent que leurs abonnés vont plus regarder le film si c'est Claude Brasseur que si c'est Roger Dumas. Voilà, ça marche comme ça. Et en fait, aujourd'hui, le cinéma est financé en grande partie par la télévision. La salle ne représente que 25 à 30% de l'amortissement d'un film. Donc, du coup, quand on fait un film, c'est Canal+ qui donne beaucoup d'argent. Là, c'est France 2 qui a cofinancé le film. Et eux, ils ont des logiques qui correspondent à leurs besoins. Et c'est des logiques d'antenne. Et d'antenne, de leur antenne, de la gestion de leur antenne. Et donc, eux, quelque part, ils achètent beaucoup de films. Canal+, ils achètent 80, 100 films par an. Ils savent... Non, parce qu'on vit ça comme une injustice. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais il y a une raison, et les raisons ne sont pas absurdes. C'est pas parce qu'ils veulent absolument des gens connus. Ils sont pas là-dedans. La réalité de leur quotidien, eux, c'est qu'ils vont acheter Canal+ 80 films dans l'année. Il faut pas se leurrer. Ils savent que sur les 80 films, il n'y en aura pas 80 de bons. Ils le savent déjà. Ils essaient de prendre les meilleurs scénarios, les meilleurs réalisateurs, mais malgré tout, sur les 80 films qu'ils vont acheter, ou les 100 films, ils savent qu'il y en aura 20 ou 30 de bons, 20 ou 30 d'un peu moyen et 20 ou 30 de ratés. Chaque année, ça fait 20 ans qu'ils s'achètent des films, et quoi qu'ils fassent, ils peuvent rien y faire. C'est comme ça. L'économie du cinéma, c'est une économie de prototype. C'est pas une boîte de conserve avec des petits pois où on sait qu'il y aura tous les petits pois et qu'on va le manger, ça aura le même goût. C'est pas ça le cinéma. Et malgré tout, c'est aussi une industrie. Donc, à partir de là, mettez-vous à la place de Canal+. Je donne 1 million ou 2 millions d'euros. 1 million ou 2 millions d'euros, hein, ou 3 millions parfois. C'est énormément d'argent. Si j'ai un film qui a une chance sur 3 d'être raté, hein, en gros, parce qu'ils sont à peu près ça, une chance sur 3 d'être pas mal et une chance sur 3 d'être très réussi. Sur le film très réussi, le casting, c'est pas grave. C'est des acteurs inconnus, il n'y a aucun problème. Si le film est très réussi, il aura une bonne presse, les gens ont envie de le voir. Le film moyen, déjà, le casting, ça devient plus important. Parce que ça passe à la télé ce soir, ah tiens, il y a un acteur que je connais, ah ben, je vais peut-être regarder. Il n'y a pas d'acteur que je connais, et il paraît que c'est pas mal, mais bof, bah, je vais peut-être pas regarder. Et sur le film raté, alors là, ça devient fondamental. C'est-à-dire qu'un film raté avec un casting inconnu n'est quasiment plus diffusable pour eux. Tu es en train de nous dire que plus il y a de vedettes, plus il y a de chances que le film soit raté? Non, non, je suis en train juste d'expliquer un des fonctionnements de l'économie du cinéma. Et donc Canal+ a investi 1 million d'euros. Ils se retrouvent avec un film qu'ils ne peuvent pas passer à l'antenne.
voilà pourquoi il y a une sorte de dictature du star system. C'est parce que voilà, c'est parce que ça marche comme ça. Et est-ce que ça apporte quelque chose pour revenir à l'adaptation ? J'ai dû changer la distribution. À partir de là, moi, j'avais pas fait la mise en scène de la pièce. Et par contre, j'ai réalisé le film. Donc pour moi, c'était quand même positif de changer de distribution. C'est une façon de se réapproprier le... C'était une façon de me réapproprier le film. Je pouvais garder la jeune étudiante parce qu'à 20 ans, il y a beaucoup moins de stars. Donc j'ai fait passer des castings, un casting cinéma avec Claudia, qui joue dans la pièce, la jeune comédienne qui joue dans la pièce. Et elle, en fait, elle était déformée par les 400 représentations qu'il avait faites. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à trouver la sincérité du personnage. Un acteur plus âgé aurait très bien pu faire le switch, plus expérimenté. Voilà, Guillaume de Tonquédec qui joue au théâtre, il a fait le prénom, il l'a fait au cinéma, et il a réussi à faire le switch. Il n'a pas joué pareil. On en a parlé d'ailleurs. Il n'a pas joué le prénom pareil au cinéma qu'il avait joué au théâtre. Guillaume, qui est un acteur remarquable. En plus d'être un être humain délicieux. Mais Claudia, en fait, elle, je pouvais la garder, je lui ai fait faire des auditions, c'était plus possible. Je l'ai fait travailler, on a passé plus d'1 heure ensemble. Elle était dans un mode automatique, c'est-à-dire on appuyait, les répliques sortaient les unes à la suite des autres, et j'arrêtais pas de lui demander d'en enlever. Elle n'arrivait plus à retrouver la sincérité du personnage. Et donc en plus, je trouvais ça pas très juste de garder elle et pas les autres, parce que les autres je pouvais pas pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc je me suis dit bon, je change tout le monde. Et à partir de là, oui, ça a été pour moi quelque part une chance. Et de repartir à zéro avec des acteurs qui a apporté aussi un regard neuf sur les personnages. Et voilà, puis Claude Brasseur, c'est un acteur immense. Franchement, ça a été un bonheur de travailler avec lui. Moi, petit, je regardais La Boum, j'étais fan. Et le fait de l'avoir devant ma caméra, là, c'était incroyable. Et il travaille vraiment à l'ancienne, il est très touchant. C'est-à-dire qu'il écrit partout sur son scénario. Quand on a tourné une scène, qu'on l'a fini, il la barre. C'est très drôle. Et forcément, quand on met des comédiens ensemble, on a toujours peur qu'ils ne s'entendent pas. Qui s'entendent pas forcément pas dans la vie, ça c'est moins grave, mais qui s'entendent pas dans le travail, que quelque part ils parlent pas le même langage dans le jeu. Et là ça s'est très bien passé entre lui et Noémie qui joue l'étudiante dans le film, qui est magnifique et qui est une formidable actrice qui est en ce moment dans Radin là, avec Danny Boone. Et qui, à mon avis, on va la revoir beaucoup. Et là, il l'invitait dans sa loge à fumer des cigarettes et tout. Ils sont vraiment bien entendus. Et c'est pas évident avec Claude Brasseur, parce que Claude Brasseur, c'est vraiment pas un enfant de cœur. Claude Brasseur... On le connaît un peu, il a été président du jury il y a quelques années. Claude Brasseur, je vais vous révéler une petite anecdote, parce que je pense qu'elle vaut le détour. Moi, c'est l'image que je garde de lui. Claude Brasseur a une réputation un peu sulfureuse, si je peux dire. Il a une vie un peu débridée à tous les niveaux. Sex, drogue et rock'n'roll, on pourrait dire. Voilà. Et un jour, voilà, et vraiment bien. Il y a des acteurs qui y vont, mais lui, je pense qu'il a de leçons à recevoir de personne dans ce niveau-là. Et un jour, Noémie, qui n'était pas du tout au courant de ça, parce qu'elle est suisse, Noémie Schmidt, là, elle était dans sa loge, et elle a un petit ami, et il parlait des relations hommes-femmes, et elle lui disait, moi, je suis fidèle, c'est hyper important d'être fidèle, etc. Et j'ai envie que mon petit copain soit fidèle, et tout. Et vous, Claude, qu'est-ce que vous en pensez ? Et lui, il a répondu, bah moi, je crois que le plus important, c'est d'être fidèle à sa réputation. Et quand on connaît la sienne, je peux vous avouer que là, moi, je suis parti en fou rire. J'étais là, je suis parti en fou rire. Noémie, je comprenais même pas pourquoi je riais. Et par contre, Claude le savait très bien. Oui. Voilà. Ça a formé un très beau duo. Le film a connu un beau succès en France. Et là, en plus, il vient de connaître un énorme succès en Allemagne, où il vient de franchir la barre des 500 000 entrées. Bravo. Ouais, c'est super. C'est vrai que en Allemagne, le marché est plus petit, donc un succès français de cette ampleur, c'est colossal, comme on dit là-bas. Oui, on sera peut-être le deuxième ou troisième plus gros succès d'un film français cette année en Allemagne. Et généralement, pour tout vous dire, le film a fait 530 ou 540, je ne sais plus, 1000 entrées en France. Et la moyenne, c'est
d'un film français qui sort en Allemagne, et tous les films français ne sortent pas en Allemagne, hein. Donc ceux qu'on estime intéressants à sortir sur le marché allemand font en moyenne 10% de leur entrée sur le marché allemand. Donc en gros 50 000 entrées. Et là on en a fait 10 fois plus, on a fait 500. Et encore on n'a pas fini. 100%, ouais. Même on va dépasser. La France, c'est insensé. On va aller jusqu'à 550. Donc c'est super, le film est sorti en Amérique du Sud, il sort en Espagne. Le film a une très belle vie. On a un peu souffert d'une concurrence trop forte sur la date de sortie qu'on a choisie, parce que on aurait peut-être pu... France. Ouais, on aurait dû sortir en janvier, mais il y avait plein de contraintes qui ont fait qu'on est sorti en octobre, et on s'est retrouvé face au Woody Allen, face à Belle Famille, face au nouveau stagiaire avec De Niro, qui était un peu le même thème. On avait 4-5 films en concurrence directe avec nous. Et voilà, bon, c'est l'histoire de ce film, mais tout va bien. C'est l'objet d'une autre masterclass. C'est l'objet d'une autre masterclass, absolument. La sortie des films au bon moment, ce qui n'est jamais très prévisible à l'avance. Voilà. Yvan, merci beaucoup d'être venu merci, nous on a parler. Peut-être 2-3 questions. Oui, effectivement, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Voilà. Moi, j'ai juste un... Pardon, je vous laisse poser votre question. J'ai juste un truc à dire à mon camarade. On prend les questions, Patrick. Oui, allez-y. Ah oui, d'accord. Oui, non, moi, c'est pas vraiment une question. Moi, je me disais, j'essayais de me remettre en situation quand on écrit un livre et qu'on est dans un imaginaire. C'est-à-dire qu'on voit dans l'imagination les personnages. Hein, quand on lit un livre, Bien on sûr. a tout un imaginaire qui intervient. Et alors, après, des fois, on n'a même pas envie d'aller au cinéma voir le film parce qu'on a envie de rester dans ces impressions d'imaginaire et d'images qui s'imposent à nous. Et donc, c'est vrai que le casting est hyper important parce que moi, je me rappelle avoir lu L'écume des jours, qui est mon bouquin de chevet depuis que j'ai 14 ans. Et quand j'ai vu le film de Michel Gondry, L'écume des jours, j'ai été déçue comme c'était pas possible parce qu'il y avait, du coup, ça m'imposait Romain Duris et Audrey Tautou qui correspondaient pas du tout à mon imaginaire. D'où l'importance du casting. Et moi, quand on voit les extraits qu'on a vus tout à l'heure, je préfère 100 fois Dumas à Brasseur. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus fort. Et après, je voulais juste vous dire, quand vous dites qu'au théâtre, on décide d'y croire et qu'après, au cinéma, on a plus de mal à y croire. Moi, quand je vais au cinéma, et je suis extrêmement cinéphile, je vois beaucoup de films, quand je pense à la caméra, c'est mort. C'est-à-dire que si on rentre dans le film, c'est bon, c'est gagné. Si on pense à la caméra pendant tout le film, c'est mort, quoi. Ça veut dire qu'on n'y croit absolument pas et que le film est, bon, pas raté, non, c'est pas ça, mais qu'il n'y a pas la magie, il n'y a pas l'alchimie qui fait qu'on y rentre directement. C'est ça, vous avez envie d'oublier que vous êtes au cinéma. Voilà, si on pense à la caméra, pour moi, c'est raté, quoi. Enfin, voilà, non, c'était juste quelques impressions de ce que vous avez dit. D'accord. Et en même temps, je trouve que vous avez un style extrêmement moderne dans l'air du temps, avec des dialogues percutants et qui correspondent complètement à notre temps, au XXIe siècle, à la manière dont les jeunes parlent. Et je trouve que vous êtes vraiment dans la mouvance et l'artiste, il est là pour reproduire l'air du temps, en fait. Hein. Et donc, vous êtes complètement là-dedans. Vous êtes un passeur de l'air du temps. Voilà, merci, monsieur Calbert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre, une question, une réflexion? Je vais vous amener le micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez présenté un artiste aux multiples facettes, réalisateur, auteur de romans, auteur de pièces, auteur de scénarios. Est-ce que je fais aussi la cuisine? Non, c'est pas ça la question. Quels sont vos moteurs d'inspiration et est-ce qu'ils changent selon les styles? Selon les disciplines. Est-ce qu'il y a dans certains domaines, vous êtes plus inspiré, ce sont plus des images qui vous viennent, dans d'autres, plus un rythme de mots, plus un sens de phrase? Comment est-ce que vous arrivez à... Ou est-ce que vous avez le même fond d'inspiration? Alors, je ne parle pas de Venise qui a l'air assez autobiographique, où vous avez vraiment vos parents et votre famille en tête, mais plus sur de la fiction pure, comme peut être l'étudiante. Est-ce que selon les différentes disciplines que vous avez abordées avec ce thème-là, vos sources d'inspiration, ce qui vous venait en tête,
se référer à différents domaines de l'imaginaire, le sens des mots, les images qui viennent, l'émotion que peut dégager un personnage, comme ça peut être au théâtre. Je ne sais pas si la question est claire. Mais... Je comprends très bien votre question et je la trouve particulièrement intéressante et subtile. Et alors moi, je dirais que mes sources d'inspiration, enfin, j'ai des idées qui me viennent et je ne sais pas trop d'où elles viennent. Et c'est souvent des observations ou des idées, ou c'est souvent, je vois quelque chose dans la réalité et je me dis, et si c'était un peu décalé, qu'est-ce que ça deviendrait? Et à partir du moment où j'ai des idées qui me viennent, c'est soit des idées d'intrigue, soit ce sont des idées de personnages. Et souvent, il faut que je mélange les deux, des intrigues qui arrivent à des personnages. Et là, on commence à avoir une histoire. Et quand je commence à avoir une histoire en tête, et bien en fait, cette histoire, je me dis qu'elle va plutôt bien s'exprimer sous forme cinématographique, ou sous forme théâtrale, ou sous forme romanesque. En fait, c'est l'idée et sa nature qui me guident vers la forme qui me semble la plus adaptée. L'étudiante et Monsieur Henry, en fait, j'avais pas d'arrière-pensée quand j'en ai fait une pièce. Pour moi, c'était vraiment une pièce de théâtre au départ. Et c'est vrai que le fait que c'est autant de succès et que en fait l'histoire touche autant les gens et que moi j'ai eu l'impression de m'être exprimé aussi bien aussi, c'est vrai que c'était très tentant ensuite d'en faire un film parce que le film ça reste et la pièce une fois qu'elle est plus jouée, en fait on peut plus la revoir. Voilà, et c'est ça qui est un peu qui fait la magie du théâtre, mais en même temps, et je trouvais ça, et en plus un film ça permet de voyager. Aujourd'hui le film, même si la pièce voyage aussi, parce que la pièce elle se joue dans différents pays maintenant, mais un film ça permet de toucher vraiment encore beaucoup plus de monde. Donc et comme je suis réalisateur, je savais que je ferais le film dont j'ai envie et pas un autre film réalisé par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, mais à la base, L'étudiante et Monsieur Henry, pour moi, c'était vraiment bien dans une pièce. Et souvent, c'est la nature de l'histoire, de l'intrigue, des personnages qui me guident vers la forme. Et c'est pas la forme qui préside à une idée. Voilà. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que pour vous révéler vraiment la vérité, Venise n'est pas en Italie, j'ai proposé le synopsis à mes producteurs avant d'en faire un livre. Et c'était avant L'étudiante et Monsieur Henry. J'avais envie de raconter cette histoire au cinéma. Et ils m'ont dit ouais, c'est bien, mais ça semble un peu chronique et on n'est pas sûr qu'il y ait un film là-dedans. Et quand donc à la sortie du théâtre, cette éditrice est venue me voir, je lui dis oui, j'ai envie de raconter une histoire. Je lui ai proposé le synopsis du film. J'avais quand même déjà écrit 15 pages. Hein. Et donc je lui ai fait lire ces 15 pages et il m'a dit c'est formidable. Et en fait, ça a été une grâce parce que moi, dans Venise n'est pas en Italie, j'ai vraiment pu travailler un objet un peu littéraire. Il y avait vraiment quelque chose de littéraire dans cette histoire, même si maintenant que mes producteurs ont lu le bouquin, ils veulent absolument en faire un film. C'était drôle. Mais donc voilà, c'est à la fois la forme qui préside, et puis à la fois aussi, par moments, le monde extérieur qui me répond des choses et qui me guide aussi d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ce qui m'anime au fond, ce sont des thèmes, c'est une sensibilité, c'est un regard sur le monde que j'ai envie de porter. Et finalement, toutes mes œuvres, je pense, sont animées par une sorte de vision du monde. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de commun à tout ce que je fais. Et qui est très, de plus en plus... et dont les thèmes sont l'héritage, l'hérédité, comment trouver un sens à sa vie, comment s'affranchir de son éducation, qui parfois nous accompagne jusqu'à notre mort. Et il y a une phrase d'un grand sage indien qui a un nom imprononçable qui dit « Être libre, c'est être libre de papa-maman, rien de plus ». Voilà, moi je partage pas à 100%, mais à 95% cette idée. Donc voilà, c'est vrai que voilà, les rapports familiaux, les rapports se réaliser, trouver qu'est-ce qui nous donne envie d'être en vie. Là, je travaille sur une autre histoire pour mon prochain roman et elle est directement liée à qu'est-ce qui nous donne envie. Je me suis basé sur des travaux de Viktor Frankl, qui est un psychiatre que vous connaissez. Voilà. Oui, Viktor Frankl, le docteur Viktor Frankl. Bon, alors je ne connais pas ce dernier bouquin. Moi, je parle de la logothérapie, la science qu'il a mise. Au revoir, madame. En fait, c'est un psychiatre qui a vécu dans les camps de concentration
dont il est assez vieux. Et en fait, il s'est intéressé, comme il était médecin, à qu'est-ce qui faisait que certaines personnes survivaient et pas d'autres. Et c'était pas forcément les plus costauds, c'était pas forcément, voilà. Il a essayé de créer une science à partir de ces observations. Qu'est-ce qui nous donne envie de vivre? Qu'est-ce qui nous relie fondamentalement à notre pulsion de vie? Qu'est-ce qui fait qu'on a plus envie de vivre ou soudainement plus envie de vivre? Et voilà. Et j'ai écrit mon prochain bouquin, c'est basé là-dessus. Et ce qui nous donne envie de vivre, c'est aussi lié dans l'étudiante dans l'étudiante de Monsieur Henry. Elle rêvait de faire de la musique. Son père et pas du tout pour, il l'a découragée dans cette vocation, elle ne croit même plus qu'elle en est capable, et elle va retrouver cet élan en rencontrant Monsieur Henry, qui pourtant est un bon castrateur lui aussi, mais malgré tout il va l'aider. Ce que je trouve très beau dans l'étudiante, ce que j'aime dans ce film, c'est marrant, j'en parle comme si c'est pas moi qui l'avais fait, mais parfois à un moment on s'en distancie, c'est qu'en fait il va réparer ce qu'il n'a pas réussi à faire avec son fils, avec cette jeune femme, et je pense que la vie nous donne toujours une chance, ce genre de chance, voilà, et elle va finalement se reconnecter à sa pulsion profonde qui est d'aller vers ce qu'elle aime vraiment, et voilà, moi ce sont les thèmes qui m'obsèdent, avoir conscience de ça même, et essayer de trouver ce pourquoi on est fait dans la vie et ce qui nous correspond le mieux, ce qui nous fait nous sentir en vie, voilà, ce qui nous rend vivants, voilà. Et comme disait François Valéry, aimons-nous vivants, c'est ça. N'attendons pas que la mort nous donne du talent. C'est un grand sage aussi, pas indien, mais... Bonjour. Bonjour. Moi, je me pose la question de la problématique de l'adaptation cinématographique d'un livre. C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'abord d'adapter un livre au cinéma, si ce n'est pour des buts financiers, économiques. Je suis un peu comme madame. Alors moi, je vais vous dire, moi je fais pas ce film pour gagner de l'argent. Si c'est ça, sous-entendez, je pourrais en faire un autre. Hein. Quel est l'intérêt d'adapter un livre au cinéma, surtout quand dans un monde de gens qui ne lisent plus, l'intérêt il est très clair. D'accord. Bon, ça c'est une chose. Les gens ne lisent plus et les gens vont encore au cinéma, mais les jeunes surtout lisent très peu. Mm-hmm. Alors la deuxième question que j'avais justement, oui, c'est quel doit être le positionnement d'un réalisateur qui s'empare d'un livre, c'est-à-dire est-ce qu'il doit le suivre littéralement ou est-ce qu'il apporte son point de vue? Vous avez évoqué la dissension qu'il y a eu entre Muriel Barbieri et l'adaptatrice de son livre. Bon, on pourrait citer aussi la discorde qu'il y a eu entre Jean-Jacques Hano et Marguerite Duras. Absolument. Bon, on ne voit pas très bien pourquoi, comment. Est-ce que ce sont des questions d'ego, d'orgueil? Marguerite Duras, avec son bébé, il ne fallait pas y toucher, il ne fallait pas le déformer. Et donc, alors, quelle est la position du réalisateur par rapport à un roman? Est-ce qu'il doit le distordre? Est-ce qu'il doit prendre la colonne vertébrale et puis aller vers autre chose? Est-ce qu'il doit apporter son point de vue ou est-ce qu'il doit suivre bêtement, littéralement et linéairement le film? Je pense que la réponse est contenue quasiment dans la façon dont vous avez formulé la question, hein. Mais je vais revenir à votre première question. Pourquoi adapter un livre? Je pense que déjà c'est une manière de porter une histoire à un plus vaste public, et c'est aussi pour moi ça va être deux œuvres distinctes en fait, ce roman et le film qui va même si ce sera deux œuvres forcément jumelles, ça va... au revoir, ça va être deux œuvres vraiment distinctes et c'est deux arts distincts, et c'est vrai que je sais que je vais créer des scènes, je vais créer des moments qui vont créer des émotions différentes, et c'est aussi une manière de raconter cette histoire à un plus vaste public. Et après, quand
quant au querelle d'ego dont vous parlez, évidemment, il faut apporter un point de vue sur l'œuvre, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Mais après, les égos, je pense qu'on a tous notre ego. Et je pense que même, Madame le disait, souvent quand on lit un livre, juste en simple lecteur, quand on va voir le film, on est souvent déçu. Alors imaginez l'auteur. Ça doit être encore pire. C'est encore pire. Parce qu'en plus, lui, il n'est pas juste déçu parce qu'il a pas. Effectivement, il a l'impression que c'est son livre. Et parce qu'effectivement, quand chacun lit un livre, se fait ses propres images. Et quand on voit un film, on nous impose des images. Et donc, quand un réalisateur réussit à faire un livre qui ressemble, qui croise l'imaginaire de la plupart des lecteurs, je pense que c'est le cas sur Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Moi, j'ai pas aimé ces films-là, mais j'avais pas trop lu les bouquins, mais j'ai vraiment observé que plein de gens dans mon entourage étaient assez séduits par les films, alors que les bouquins étaient... alors qu'ils avaient adoré les bouquins. Et il a réussi, je pense, à capter l'imaginaire collectif que se sont inventés des lecteurs. Et ça, c'est vraiment une performance. Voilà, mais souvent, on s'est raconté une autre histoire. Mais de toute façon, même quand c'est pas un livre, même quand c'est pas un film qui est adapté de quelque chose, c'est hallucinant. Moi, je le constate de plus en plus à quel point on est dépendant aussi de l'état dans lequel on va voir un film. C'est-à-dire que quand on arrive avec des grosses attentes sur un film, on peut être assez déçu. Et quand on arrive avec toute une attente, très satisfait d'un film qui nous aurait déçus si on avait eu des attentes différentes. Donc moi, je lis de moins en moins de critiques avant d'aller voir les films. J'essaie de les lire après et j'essaie d'avoir le moins d'attentes possible. Et puis, pour revenir, pardon monsieur, mais pour revenir à l'aspect, vous disiez pourquoi adapter un livre, c'est pour l'argent. Je tiens d'abord à vous dire que les auteurs des romans, eux aussi, touchent de l'argent quand il y a des adaptations de livres, et certains en sont très contents. Et ça a été le cas sûrement de Marguerite Duras, pareil au moment de l'amant, parce que les droits du roman ont été achetés. Donc il faut pas, ça marche dans les deux sens. Et que, oui, pourquoi adapter ? Parce qu'il y a plein de belles histoires, il y en a qu'on invente, il y en a qu'on adapte, et l'essentiel, c'est que ça nourrisse le cinéma et que ça donne des beaux films. Puis c'est une tradition, c'est pas forcément c'est pas par tradition, mais c'est depuis le début du cinéma. Depuis l'invention du cinéma. Beaucoup de Hollywood et les industries ils adaptent, ils achètent sans arrêt des droits, ils cherchent des droits à chaque rentrée littéraire. Moi, j'ai une copine chez Flammarion qui s'occupe de ça, de vendre les droits des bouquins. Maintenant, on cherche beaucoup de sujets pour faire des films, et la littérature, la BD, le théâtre il y a à peu près la moitié, je pense, de sujets comme ça, et moitié de sujets originaux. Et c'est pas parce qu'on prend un sujet original que ça fera un meilleur film, et vice-versa, quoi. Donc c'est plus... une histoire, est-ce que cette histoire, elle vaut la peine d'être racontée ? Est-ce qu'elle va intéresser un vaste public ? Est-ce qu'elle va apporter quelque chose aux gens qui la verront ? Voilà, ce sont les questions qui, à mon avis, qui méritent d'être posées. Que l'histoire soit issue d'un livre, d'une pièce, ou que ce soit l'idée d'original d'un auteur, quoi. Oui. Et ça sera la dernière question, parce que sinon, ceux qui veulent aller à la projection de 11h vont être en retard. Donc, merci. Attends, on va vous donner un... Oui, pardon, j'ai pas réagi. Je suis désolé. Oui, je voulais témoigner par rapport au casting de l'étudiante et Monsieur Henry, parce que Noémie Schmidt était une très belle révélation, et sa complicité avec Claude Brasseur se voyait même en dehors du film pendant l'avant-première. Et aussi, je voulais vous demander, quand on n'est pas dans le milieu, qu'on aimait écrire et qu'on voudrait se former, à part prendre des bouquins techniques et s'exercer soi-même, qu'est-ce que vous conseillez pour aller plus loin ? Voulez-vous former à l'écriture ou à la réalisation ? À quoi vous voulez vous former ? Pour adapter, parce que j'ai déjà écrit des poèmes, un roman, j'ai essayé, mais j'aimerais m'exercer déjà moi-même à l'adapter en scénario. Et après, juste dans l'écriture, pas la réalisation. Dans l'écriture. Alors, pour faire des scénarios ou pour faire des romans ou des... Scénarios. Il y a plusieurs solutions. Il y a des écoles, il y a la FEMIS qui fait aussi de la formation permanente, donc pour des gens qui sont... donc toutes les formations peuvent être intéressantes. Et après, moi, j'ai beaucoup appris en lisant des bouquins de scénarios, en écrivant des scénarios tout seul. Comme l'anatomie du scénario, vous oui, disiez.
Anatomie du scénario de John Truby, c'est un des bouquins que je préfère. D'accord. La dramaturgie d'Yves Lavandier. Moi, à une époque, dès qu'il y avait un nouveau bouquin de scénario qui sortait, je l'achetais, je l'avais lu dans la soirée. Donc maintenant, j'ai un peu... Assimilé tout ça. Non, mais je le fais moins. Mais chaque nouveau bouquin, généralement, apporte quelque chose de nouveau, une idée en plus qu'on n'a peut-être pas vu dans un autre bouquin. C'est souvent ce qui fait que les éditeurs choisissent de le sortir, quoi. Donc, il y a souvent un truc... mais parfois, non. Parfois, vous lisez un bouquin, il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ce qui a déjà été écrit là-dessus. Ouais. Mais la plupart du temps, il y a toujours un petit truc. Surtout que l'écriture évolue maintenant. Il y a beaucoup de séries américaines. Voilà, on se rend compte que les spectateurs sont de plus en plus habitués à lire et à voir des histoires. Donc il faut jouer de plus en plus avec l'intelligence du spectateur et avec ce qu'il va anticiper. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, maintenant, par rapport à l'habitude et la consommation qui est très grande d'histoire aujourd'hui. D'accord. Et je serais tenté de vous dire, comme on disait, moi, dans mon école de journalisme, plus on écrit, mieux on écrit. Oui, ça c'est sûr. Et ça, c'est sûr. Voilà, c'est une gymnastique aussi, l'écriture. Ouais. Madame, juste un mot, toute petite question rapide. On va faire très rapide. On vous donne le micro. Toute petite question. Que penser d'un glissement qui se fait, me semble là, au niveau de la fiction et du lien avec le documentaire? Justement parce qu'on ne lit plus, parce qu'on zappe beaucoup, et que parfois il y a des moments où on a envie de réfléchir, et finalement 1h30, c'est pas mal déjà de réfléchir sur un même sujet dans notre époque. Tu pensais de ça? Oui. Du bien. Voilà. Voilà. Parce qu'il me semble... La réponse était encore plus courte que la question, c'est formidable, ça m'arrange, c'est parfait. C'est une réponse, c'est une question trop philosophique pour que je fais une blague, mais c'est un débat qui prendrait 2 heures. Voilà. En attendant, on se disait, une bonne histoire, en voilà une. Venise n'est pas en Italie. Je vous recommande, mais vraiment très chaleureusement, c'est pas parce que je le connais, mais vraiment j'ai été épaté par son livre. Je vous recommande ce roman. Si vous souhaitez le lire, Yvan le dédicacera tout à l'heure à 12h30 au Select. Donc juste après la projection. Ah oui, c'est quand même bien organisé. Et puis on attend avec impatience le film. Bah, c'est dans 2 ans. Hein. Vous avez le temps de lire le bouquin. Et ben, à Saint-Jean alors. À Saint-Jean à fond. Ah bah moi je fais pas de film sans venir chez Chabi présenter le film. Oui, mais au festival, ce serait bien aussi. Au festival, mais avec joie. En attendant, merci beaucoup à Yvan Calberac d'être venu. Merci, c'était passionnant. Merci Yvan. Merci à vous aussi. Merci à Patrick.